Bonjour à tous. Bienvenue du coup sur cette conférence Svelte-Kit à l'attaque des dinosaures. Il fallait trouver un titre attrayant au vu du thème de la conférence du Praisecamp cette année. Donc voici le thème et du coup ça va parler quand même des dinosaures. Pour parler de moi, je m'appelle Maxime. Je suis freelance full stack aujourd'hui, essentiellement à travailler dans le monde JavaScript. Je suis Svelte addict. J'ai lancé la communauté francophone Svelte en France. Enfin, et dans le monde, mais il y a essentiellement des francophones en France. Je suis l'auteur de plusieurs librairies Svelte. C'est mon premier talk au Praisecamp et de manière générale, donc je suis un peu ému et un peu stressé. La présentation est disponible sur Internet et vous y aurez accès pendant le TP, donc les liens sont cliquables après. J'ai mis mon lien GitHub et le serveur Discord, du coup, à partir duquel on fait des événements, le partage des connaissances et des événements en ligne. Alors du coup, le déroulement de ce talk, il va y avoir 10 minutes de présentation, 100 minutes de workshop, pour lequel il va falloir prendre votre ordinateur. Si jamais vous n'en avez pas, l'ordinateur de votre voisin, et 10 minutes à la fin pour débriefer sur le TP et poser des questions. Alors je vais parler du framework Svelte et SvelteKit, enfin des deux frameworks, très rapidement. Les deux frameworks ont été développés par quelqu'un qui s'appelle Rich Harris, qui est américain, qui travaillait à l'époque au Guardian, un journal. Et en fait, il a développé ce framework exclusivement pour gérer des animations sur le quotidien. Parce que les frameworks de l'époque, en fait, ne géraient pas bien les animations selon lui. Et après, il s'est développé pour faire un framework qui peut être utilisé pour des applications complètes. React, Svelte, ça vient d'un framework du coup qui s'appelait initialement Reactive.js, il manque un E, 2016. Svelte 3, qui a été la version qui a fait décoller Svelte, est sorti en 2019. SvelteKit est sorti plus tard, en 2021. En fait, Svelte, c'est un framework pour faire des composants, pour faire de l'IHM pur uniquement, qui peut être comparé à React ou Vue. SvelteKit, ça va être un framework qui va permettre de faire des applications full stack, avec un front, un back, JavaScript, de mettre en commun du code, de mettre en commun les types, et de typer vraiment de bout en bout, récupérer les types des données de la partie back dans la partie front automatiquement, sans avoir rien à faire. Là, je vais donner des spécificités sur le framework après. Et Svelte 4 vient de sortir la semaine dernière. Je suppose que vous allez faire le TP avec Svelte 4, parce que quand on démarre un TP, maintenant, Svelte 4 vient, je suppose, avec la version. C'est une version mineure, en fait, une réécriture technique du framework, donc en fait, ça ne change pas grand-chose. Aujourd'hui, Svelte, c'est un framework qui était vraiment open source et pas supporté par une entreprise type Google ou Amazon ou Facebook. Ça a été racheté, enfin ça n'a pas été racheté, mais il y a 2 employés maintenant qui travaillent à plein temps sur le développement du framework. C'est Vercel, une entreprise américaine qui fait du déploiement serverless. Pourquoi j'ai choisi Svelte ? Aujourd'hui, c'est une technologie qui met le point sur les bonnes pratiques et qui est vraiment beaucoup plus proche que tous les autres frameworks avec lesquels j'ai pu travailler, du HTML natif, du JavaScript natif, du CSS natif et des requêtes entre le front et le back qui se rapprochent le plus possible du HTTP sans avoir et de l'utilisation des formulaires natifs sans avoir à passer par des librairies externes. Tout est intégré avec SvelteKit, la gestion des routes, la gestion de tout ce qui est rendu côté serveur, qu'on avait perdu avec les frameworks récents type Angular et React. Les stores où on n'a pas besoin d'utiliser une librairie externe. C'est plus léger et c'est extrêmement rapide à mettre en place. Vous allez mettre en place un projet depuis zéro. Et une gestion du binding des données entre les inputs et les variables JavaScript qui est beaucoup plus simple que dans tous les autres frameworks. Évidemment, la gestion des animations, ça a été fait pour ça à la base. Un composant Svelte, ça va être un fichier .svelte qui est composé de 3 choses. La première, une balise script.
comme dans un fichier JavaScript, dans lequel on va trouver la logique du composant, le HTML, qui va globalement, un fichier HTML valide est valide en Svelte, mais il va y avoir des attributs, des propriétés supplémentaires qui vont permettre de rendre une sorte de HTML un peu plus puissant. Donc notamment avec le binding qu'on peut voir link7, bind de .value, la valeur va transiter entre l'input et la variable. Et la gestion des événements avec un onClick qui permet de gérer les callbacks sur les événements. Et pareil qu'en HTML, une balise style qui va permettre de styliser un composant, et le style sera uniquement dédié au composant, il ne va pas aller sur les composants externes ou sur l'application externe, il va être scopé au composant. Et tout ça, nativement, c'est inclus dans Svelte. Si vous avez déjà travaillé avec React, il y a déjà la moitié des choses ici où il faut une librairie externe pour le faire. SvelteKit, lui, c'est le framework qui vient permettre de faire des applications full stack. Et en fait, ça va le gros principe, c'est que dans le dossier root de l'application, la même arborescence de dossier va générer les arborescences du site internet. Donc un dossier /login, ça va créer une route et une URL login. Le fichier pluspage.svelte va définir la partie visible, IHM, et la partie pluspage.server.ts va définir l'API qui est utilisée pour la route login. Et de la même manière, on va pouvoir, suivant l'arborescence, créer une application. Ça, c'est tout ce que je vais présenter sur Svelte et SvelteKit aujourd'hui. Le reste, ce sera dans le TP, vous allez le découvrir. Et d'ailleurs, cette présentation, elle est écrite en Svelte avec le framework reveal.js qui permet de faire des présentations, qui est intégré du coup à Svelte. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir intégrer dans la présentation le résultat des TP que vous allez pouvoir faire. Là, je passe dessus, mais du coup, c'est des liens sur lesquels vous allez pouvoir cliquer pour avoir la documentation. Le site pour les documentations est relativement simple, svelte.dev. En ligne, il y a des bacs à sable qui permettent de développer en Svelte et SvelteKit si jamais on n'a pas envie de travailler sur son PC, mais je conseille plutôt de le faire sur le PC. Donc là, on a notamment l'éditeur en ligne qui permet d'écrire n'importe quoi, en particulier si on veut continuer à écrire. Et qui est intégré, en fait, une particularité de Svelte, c'est que c'est un compilateur qui va compiler le code en JavaScript, compris directement par le navigateur. Il n'y a pas de moteur Svelte, comme ça peut être le cas en React, qui est chargé dans le navigateur. Donc du coup, ce qui a été fait pour cet éditeur, c'est que le compilateur est intégré au navigateur, compile le code directement dans le navigateur et permet de l'injecter dans la page. On s'en fiche et ça ne nous concerne pas, mais c'est une des avancées et ce qui est permis par le fait que ce soit juste un compilateur. Alors du coup, on peut annuler. On a en fait, du fait d'avoir que ce soit un compilateur, on peut voir le code compilé. On peut voir le CSS final, donc là il n'y en a pas, il n'y a pas de CSS. Et AST, c'est une représentation intermédiaire qu'ils utilisent et qui est utilisée pas que par Svelte, mais pour représenter un composant entre la compilation et le code Svelte. Ça permet, c'est assez rarement utilisé, mais ça permet de voir le code qui est généré, et on voit que le code généré, en fait, c'est uniquement du natif. Alors, on voit pas tout. Il y a quand même des méthodes internes, mais c'est que du montage d'éléments natifs avec du create élément et de l'insertion d'éléments. Donc il y a deux parcours sur le TP, le Dinodex et le Dinogame. Je vais les montrer juste après. Le Dinodex, je vous le conseille. En premier, c'est une application qui permet de voir un peu plus SvelteKit, comment ça fonctionne. Ce sera une page avec une liste de dinosaures qu'on pourra filtrer
avec une pagination, il y a une création de dinosaures. Donc on voit un peu tous les mécanismes d'appel front-back qui sont en place et les mécanismes de binding de données. Et DinoGame, c'est le jeu du dinosaure sur le navigateur Chrome quand on n'a pas de connexion, qui est fait aussi sur Svelte. Donc ça, c'est le Dinodex avec les dinosaures. Je vais fournir, tout est fourni, hein, toutes les données sont fournies, avec la possibilité de filtrer. Je n'ai pas le tyrannosaure dans ma base de données. La pagination en bas et l'ajout d'un dinosaure à la liste. Alors en fait, je cache quelque chose, c'est que comme il n'y a pas de base de données, on fonctionne avec un fichier, on va tout faire pour l'enregistrement, sauf la partie enregistrement en base de données, il n'y a pas de base de données sur l'ETP, ça fonctionne à partir d'un fichier. Le jeu du dinosaure qui peut être fait. Normalement, quand on... Voilà. Juste 3 règles avant de commencer. Donc la bienveillance pendant les échanges. La règle des 2 pieds, si jamais vous êtes entré ici, vous pensiez apprendre quelque chose, mais que finalement vous n'allez pas apprendre quelque chose, et que vous n'allez pas contribuer non plus, chaque pied représente soit le fait d'apprendre, soit le fait de contribuer, vous pouvez partir, aller voir les sponsors ou aller voir une autre conférence. Ça ne me gênera pas. Et à la limite, c'est même mieux pour vous, parce que vous ne perdrez pas 1h30 restant de votre vie. Et du coup, les questions, c'est une règle qui est en général appliquée dans les conférences ouvertes. Et du coup, pendant la conférence, je vais circuler, n'hésitez pas à me poser des questions, et au contraire, je suis là pour ça, pour répondre quand vous avez des soucis sur le TP. Voilà, donc je m'arrête là. Le TP est présent sur le site internet sur lequel il y a la présentation, qui est disponible à cette URL-là. Et vous allez avoir besoin de... Je vais laisser la page affichée. Et du coup, le site internet sera aussi disponible après la conférence, si vous voulez le finir ou si vous voulez le proposer à d'autres personnes. Ici, il n'y a pas de Wi-Fi, mais donc je vous conseille d'utiliser votre téléphone pour vous connecter en 4G en priorité. Si jamais vous ne pouvez pas le faire, le mien est en partage de connexion. Mon téléphone s'appelle Dino Wi-Fi et le mot de passe c'est Dino Password avec un 0. Un peu de sécurité quand même, on est des développeurs. Voilà. Bon TP, du coup, vous pouvez commencer. On va reprendre du coup le fil de la présentation. Je ne sais pas où vous en êtes arrivé, vous avez quand même réussi en général à faire au moins la partie filtrage sur la partie côté back, peut-être pas la création des données. La création des données, du coup, elle fonctionne avec des mécanismes à peu près similaires que le formulaire natif, enfin que le formulaire pour le filtre. Il y a juste la partie gestion des erreurs en plus qui est gérée et qui est permis relativement facilement avec Svelte. Le tutoriel va rester en ligne si jamais vous souhaitez le finir et si jamais vous souhaitez faire le deuxième, faire découvrir les autres. Si vous êtes intéressé ou que vous démarrez des projets Svelte, n'hésitez pas à rejoindre les Discord anglophones et ou francophones. C'est vraiment les lieux où toute la communauté se trouve. Sur le Discord anglophone, il doit y avoir une 50aine de questions qui doivent être posées par jour sur des problèmes que se pose tout le monde, et c'est peut-être même un lieu plus que Stack Overflow où on peut aussi trouver des réponses à nos questions directement qui peuvent être écrites. Je pensais faire revoir le projet d'Inodex, mais au final, je pense que, vu les questions que j'ai eues, je pense que c'est plutôt bien compris. On pourrait éventuellement poser des questions après et pendant tout le Brainscamp. Je vais vous présenter, parce que j'ai eu aussi d'autres questions, sur comment déployer une application SvelteKit. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. On va dire que les 2 grosses manières, c'est de déployer une application SvelteKit sur les solutions serverless qui sont proposées par des compagnies aujourd'hui américaines, et de le déployer à la main sur une application, d'une manière usuelle. Là, je vais le faire sur une plateforme serverless. Les plateformes serverless, c'est
ils disent sans serveur, en fait il y a bien des serveurs, hein, c'est comme le cloud, il y a des machines qui existent, mais l'application, si elle n'est pas appelée, elle va pas être démarrée et elle va redémarrer quand un appel va être fait à l'application. Et en fonction du nombre d'appels, de la fréquence des appels, l'application va être démarrée plus ou moins longtemps. Ça va permettre aux hébergeurs d'avoir des coûts en fait d'exploitation qui sont très faibles, parce que s'il y a des applications de projet qui sont très peu utilisées, elles seront éteintes 99% du temps. Ça tombera moins bas. Je vais initialiser du coup une application SvelteKit de la même manière que vous avez instancié. Je vais y arriver. Et en fait, une des grosses forces de Svelte, c'est que comme c'est un compilateur, on va pouvoir ajouter des configurations à la compilation, soit pour pouvoir compiler d'une certaine manière, et en particulier, cette certaine manière, c'est en fonction de la plateforme sur laquelle on va déployer. Bon, je vais tester l'application de démo. Bon, le reste, il n'y a pas trop d'importance. Je suis pas au bon endroit. Je ne sais pas comment j'ai appelé mon application. Il reste 8 minutes challenge. Je vais essayer de relever le challenge. Alors, git init. Je vais quand même ouvrir. Je vais même pas l'exécuter. Par défaut, dans le fichier de configuration de SvelteKit, en fait, on a, donc c'est les fameux adapteurs dont je parlais, on a l'adapteur auto. Lui, il va être capable de récupérer à peu près, enfin, c'est plutôt l'hébergeur qui va exécuter la première compilation va être capable d'injecter dans l'adapteur auto des configurations pour sa plateforme. Mais on peut aussi le changer. Il y a un adapteur pour tous les hébergeurs serverless. Le fait de le changer, ça permet de pouvoir passer des arguments spécifiques à l'adapteur, mais par défaut, l'adapteur auto peut se déployer sur n'importe quel hébergeur. Alors, normalement, le git init, il est fait. Un premier commit toujours très explicite. Je vais créer un repo démo Vercel. On peut le mettre public ou privé. Par défaut, sur Vercel, sur Netlify et ses solutions, elles fonctionnent aussi bien avec des repos publics ou privés. Hop. Plus que 6 minutes. Donc là, le code est sur GitHub. Jusqu'à là, il n'y a pas de grande nouveauté. Là, je suis connecté, moi, à mon compte Vercel. Donc, bon, je m'étais connecté aux deux services juste avant la conférence. Pour ajouter un nouveau projet, j'ai fait New Project. Je vais chercher le projet. Démo Vercel. Je ne vais pas le trouver. Parce que moi, je suis un peu, j'ai configuré de ne pas avoir la visibilité de tous mes projets, mais uniquement les projets que je sélectionne. Je choisis le projet, save, importer. Je change rien, je déploie. Et a priori, dans les 15 secondes, l'application devrait être disponible en ligne et vous pourrez y aller sur vos ordi.
Donc ça permet aussi de montrer d'un autre côté, et là c'est pas trop svelte, mais c'est les solutions de déploiement serverless qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir en France. Alors c'est sûr que quand on veut être souverain, quand on veut ce genre de choses, c'est pas forcément évident. On peut mettre en place des configurations pour être sur des serveurs plutôt en Europe ou plutôt aux États-Unis, parce que derrière ils se basent sur les infrastructures de Google Cloud ou d'Amazon, et peut-être même d'Azure. Et là, l'application est en ligne. J'ai commencé, il restait 8 minutes, là il reste 5 minutes. C'est relativement simple de déployer une application en ligne. Voilà, je voulais montrer cette partie-là qui peut être assez pratique. Alors, on commence à avoir ça en fait sur tous les projets Next, Nuxt, et d'avoir des déploiements relativement simples sur ces plateformes-là. C'est aussi possible avec SvelteKit. J'ai fini la présentation du coup et on peut passer aux questions si vous avez des questions. Il y a un Discord anglais, mais il y a aussi francophone ou... Alors le Svelte francophone, il est sur la présentation, dans le lien à la fin de la présentation, et sinon il faut rentrer dans le Svelte anglophone. Il y a une section avec tous les Svelte de toutes les langues disponibles, et là il y aura le lien de Svelte francophone. Il n'existe pas encore de site internet sur lequel on peut trouver, de site internet dédié à Svelte en français, sur lequel on peut trouver le lien du Discord. Ok. Et par ailleurs, du coup, dans l'équipe francophone, on a commencé à traduire la documentation en français. Elle n'est pas encore déployée. Il y a la documentation de Svelte qui est traduite 100% en français, où il nous reste à la déployer. Et on attaquera la documentation de SvelteKit après. Une autre question ? Pas d'autres questions ? La question, c'était de savoir la maturité de Svelte. Donc Svelte, ça a été créé en 2016. Ça a vraiment décollé en 2019 avec le premier Svelte Summit, et qui coïncidait avec la sortie de Svelte 3. Aujourd'hui, ça reste sans doute 50 fois moins utilisé que React et que le monde React, et l'écosystème est moins développé que celui de React. Par contre, l'écosystème a besoin aussi d'être moins fourni parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont intégrées avec Svelte. Du fait que c'est plus récent, ça a appris des erreurs des frameworks plus anciens, Angular, React, entre autres. Aujourd'hui, les sites internet qui utilisent Svelte en production, il y en a essentiellement beaucoup aux États-Unis. En France, l'exemple le plus donné, c'est celui de Radio France, où toutes leurs stacks sont en Svelte, avec les visionneurs, les players audio-vidéo sur leur site internet. Une dernière question ? Merci à vous du coup, et puis si jamais vous avez d'autres questions par la suite, je reste disponible.